Bonjour. Aujourd'hui, un roman d'Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit. Les collines, sous l'avion, creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre l'aurore, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud, vers Buenos Aires, le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger. Les bergers de Patagonie vont, sans se presser, d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre. Il était le berger des petites villes. Toutes les 2 heures, il en rencontrait qui venaient boire au bord des fleuves ou qui broutaient leurs plaines. Quelquefois, après 100 kilomètres de steppes plus inhabitées que la mer, il croisait une ferme perdue et qui semblait emporter en arrière dans une houle de prairies sa charge de vie humaine. Alors il saluait des ailes ce navire. San Julian en vue, nous atterrirons dans 10 minutes. Le radio navigant passait la nouvelle à tous les postes de la ligne. Sur 200 500 kilomètres, du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient, mais celle-ci s'ouvrait sur les frontières de la nuit comme, en Afrique sur le mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. « Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à San Julian ?» Fabien sourit. Le ciel était calme comme un aquarium et toutes les escales devant eux leur signalaient « Ciel pur, vent nul ». Il répondit « Continuerons ». Mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part, comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit serait belle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre prête à pourrir. En descendant moteur au ralenti sur San Julian, Fabien se sentit las. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leurs maisons, leurs petits cafés, les arbres de leurs promenades. Il était semblable à un conquérant au soir de ses conquêtes, qui se penche sur les terres de l'Empire et découvre l'humble bonheur des hommes. Fabien avait besoin de déposer les armes, de ressentir sa lourdeur et ses courbatures. On est riche aussi de ses misères, et d'être ici un homme simple qui regarde par la fenêtre d'une vision désormais immuable. Ce village minuscule, il l'eût accepté. Après avoir choisi, on se contente du hasard de son existence, et on peut l'aimer. Il vous borne comme l'amour. Fabien eût désiré vivre ici longtemps, prendre sa part ici d'éternité, car les petites villes, où il vivait 1 heure, et les jardins clos de vieux murs qu'il traversait, lui semblaient éternels de durer en dehors de lui. Et le village montait vers l'équipage, et vers lui s'ouvrait, et Fabien pensait aux amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes blanches, à tout ce qui, lentement, s'apprivoise pour l'éternité. Et le village coulait déjà au ras des ailes, étalant le mystère de ces jardins fermés que leurs murs ne protégeaient plus. Mais Fabien, ayant atterri, sut qu'il n'avait rien vu, sinon le mouvement lent de quelques hommes parmi leurs pierres. Ce village défendait, par sa seule immobilité, le secret de ses passions. Ce village refusait sa douceur. Il eût fallu renoncer à l'action pour le conquérir. Quand les 10 minutes d'escale furent écoulées, Fabien dut repartir. Il se retourna vers San Julian. Ce n'était plus qu'une poignée de lumière, puis d'étoiles, puis se dissipa la poussière qui, pour la dernière fois, le tenta. « Je ne vois plus les cadrans, j'allume. » Il toucha les contacts, mais les lampes rouges de la carlingue versèrent vers les aiguilles une lumière encore si diluée, dans cette lumière bleue qu'elle ne les colorait pas. Il passa les doigts devant une ampoule, ses doigts se teintèrent à peine. Trop tôt. Pourtant la nuit montait, pareille à une fumée sombre, et déjà comblait les vallées. On ne distinguait plus celle-ci des plaines. Déjà pourtant s'éclairaient les villages, et leurs constellations se répondaient. Et lui aussi, du doigt, faisait cligner ses feux de position, répondait au village. La terre était tendue d'appels lumineux, chaque maison allumant son étoile face à l'immense nuit, ainsi qu'on tourne un phare vers la mer. Tout ce qui couvrait une vie humaine déjà scintillait. Fabien admirait que l'entrée dans la nuit se fît cette fois comme une entrée en rade, lente et belle. Il enfouit sa tête dans la carlingue. Le radium des aiguilles commençait à luire. L'un après l'autre, le pilote vérifia des chiffres et fut content. Il se découvrait solidement assis dans le ciel. Il effleura du doigt un longeron d'acier et sentit dans le métal ruisseler la vie. Le métal ne vibrait pas, mais vivait. Les 500 chevaux du moteur faisaient naître dans la matière
un courant très doux qui changeait sa glace en chair de velours. Une fois de plus, le pilote n'éprouvait en vol ni vertige, ni ivresse, mais le travail mystérieux d'une chair vivante. Maintenant il s'était recomposé un monde, il y jouait des coudes pour s'y installer bien à l'aise. Il tapota le tableau de distribution électrique, toucha les contacts un à un, remua un peu, s'adossa mieux, et chercha la position la meilleure pour bien sentir les balancements des 500 tonnes de métal qu'une nuit mouvante épaulait. Puis il tâtonna, poussa en place sa lampe de secours, l'abandonna, la retrouva, s'assura qu'elle ne glissait pas, la quitta de nouveau pour tapoter chaque manette, les joindre à coup sûr, instruire ses doigts pour un monde d'aveugles. Puis quand ses doigts le connurent bien, il se permit d'allumer une lampe, d'orner sa carlingue d'instruments précis, et surveilla sur les cadrans seuls son entrée dans la nuit comme une plongée. Puis, comme rien ne vacillait, ni ne vibrait, ni ne tremblait, et que demeuraient fixes son gyroscope, son altimètre et le régime du moteur, il s'étira un peu, appuya sa nuque au cuir du siège et commença cette profonde méditation du vol où l'on savoure une espérance inexplicable. Et maintenant, au cœur de la nuit, comme un veilleur, il découvre que la nuit montre l'homme, ses appels, ses lumières, cette inquiétude, cette simple étoile dans l'ombre, l'isolement d'une maison. L'une s'éteint, c'est une maison qui se ferme sur son amour, ou sur son ennui. C'est une maison qui cesse de faire son signal au reste du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils espèrent, ces paysans accoudés à la table devant leurs lampes. Ils ne savent pas que leur désir porte si loin, dans la grande nuit qui les enferme. Mais Fabien le découvre quand il vient de 1000 kilomètres et sent des lames de fond profondes soulever et descendre l'avion qui respire. Quand il a traversé 10 orages, comme des pays de guerre, et entre eux des clairières de lune, et quand il gagne ses lumières l'une après l'autre avec le sentiment de vaincre. Ces hommes croient que leur lampe luit pour l'humble table, mais à 80 kilomètres d'eux on est déjà touché par l'appel de cette lumière, comme s'ils la balançaient désespérés d'une île déserte devant la mer. Ainsi, les 3 avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ vers minuit à l'avion d'Europe. 3 pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol, et vers la ville immense descendaient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans descendent de leurs montagnes. Rivière, responsable du réseau entier, se promenait de long en large sur le terrain d'atterrissage de Buenos Aires. Il demeurait silencieux car jusqu'à l'arrivée des 3 avions, cette journée pour lui restait redoutable. Minute par minute, à mesure que les télégrammes lui parvenaient, Rivière avait conscience d'arracher quelque chose au sort, de réduire la part d'inconnus et de tirer ses équipages hors de la nuit jusqu'au rivage. Un manœuvre aborda Rivière pour lui communiquer un message du poste radio. Le courrier du Chili signale qu'il aperçoit les lumières de Buenos Aires. Bien. Bientôt Rivière entendrait cet avion. La nuit en livrait un déjà, ainsi qu'une mer, pleine de flux et de reflux et de mystères, livre à la plage le trésor qu'elle a si longtemps ballotté. Et plus tard on recevrait d'elle les 2 autres. Alors cette journée serait liquidée. Alors les équipes usées iraient dormir, remplacées par les équipes fraîches. Mais Rivière n'aurait point de repos. Le courrier d'Europe, à son tour, le chargerait d'inquiétude. Il en serait toujours ainsi, toujours. Pour la première fois, ce vieux lutteur s'étonnait de se sentir las. L'arrivée des avions ne serait jamais cette victoire qui termine une guerre et ouvre une ère de paix bien heureuse. Il n'y aurait jamais pour lui qu'un pas de fait précédant 1000 pas semblables. Il semblait à Rivière qu'il soulevait un poids très lourd, à bras tendus depuis longtemps, un effort sans repos et sans espérance. Je vieillis. Il vieillissait si dans l'action seule il ne trouvait plus sa nourriture. Il s'étonna de réfléchir sur des problèmes qu'il ne s'était jamais posés, et pourtant revenait contre lui avec un murmure mélancolique la masse des douceurs qu'il avait toujours écartées. Un océan perdu. Tout cela était donc si proche. Il s'aperçut qu'il avait peu à peu repoussé vers la vieillesse pour, quand il aurait le temps, ce qui avait fait douce la vie des hommes, comme si réellement on pouvait avoir le temps un jour, comme si l'on gagnait, à l'extrémité de la vie, cette paix bien heureuse que l'on imagine. Mais il n'y a pas de paix, il n'y a peut-être pas de victoire, il n'y a pas d'arrivée définitive de tous les courriers. Rivière s'arrêta devant le roux, un vieux contremaître qui travaillait. Le roux lui aussi travaillait depuis 40 ans, et le travail prenait toutes ses forces. Quand le roux rentrait chez lui vers 10 heures du soir ou minuit, ce n'était pas un autre monde qui s'offrait à lui, ce n'était pas une évasion. Rivière sourit à cet homme qui relevait son visage lourd et désignait un axe bleui. Ça tenait trop dur, mais je l'ai eu.
Rivière se pencha sur l'axe. Rivière était repris par le métier. Il faudra dire aux ateliers d'ajuster ces pièces-là plus libres. Il tâta du doigt les traces du grippage, puis considéra de nouveau le roux. Une drôle de question lui venait aux lèvres devant ses rides sévères. Il en souriait. « Vous vous êtes beaucoup occupé d'amour, le roux, dans votre vie ?»« Oh, l'amour, vous savez, monsieur le directeur. »« Vous êtes comme moi, vous n'avez jamais eu le temps. »« Pas bien beaucoup. » Rivière écoutait le son de la voix pour connaître si la réponse était amère. Elle n'était pas amère. Cet homme éprouvait en face de sa vie passée le tranquille contentement du menuisier qui vient de polir une belle planche. Voilà, c'est fait. Voilà, pensa Rivière, ma vie est faite. Il repoussa toutes les pensées tristes qui lui venaient de sa fatigue et se dirigea vers le hangar, car l'avion du Chili grondait. Le son de ce moteur lointain devenait de plus en plus dense, il mûrissait. On donna les feux. Les lampes rouges du balisage dessinèrent un hangar, des pylônes de TSF, un terrain carré, on dressait une fête. Le voilà. L'avion roulait déjà dans le faisceau des phares, si brillant qu'il en semblait neuf. Mais quand il eut stoppé enfin devant le hangar, tandis que les mécaniciens et les manœuvres se pressaient pour décharger la poste, le pilote pèlerin ne bougea pas. « Eh bien, qu'attendez-vous pour descendre ?» Le pilote, occupé à quelque mystérieuse besogne, ne daigna pas répondre. Probablement il écoutait encore tout le bruit du vol passer en lui. Il hochait lentement la tête et, penché en avant, manipulait on ne sait quoi. Enfin il se retourna vers les chefs et les camarades et les considéra gravement comme sa propriété. Il semblait les compter et les mesurer et les peser, et il pensait qu'il les avait bien gagnés, et aussi son hangar de fête et ce ciment solide, et plus loin, cette ville avec son mouvement, ses femmes et sa chaleur. Il tenait ce peuple dans ses larges mains, comme des sujets, puisqu'il pouvait les toucher, les entendre et les insulter. Il pensa d'abord les insulter d'être là, tranquille, sûr de vivre, admirant la lune, mais il fut débonnaire. Paierait à boire, et il descendit. Il voulut raconter son voyage. Si vous saviez. Jugeant sans doute en avoir assez dit, il s'en fut retirer son cuir. Quand la voiture l'emporta vers Buenos Aires en compagnie d'un inspecteur morne et de Rivière silencieux, il devint triste. C'est beau de se tirer d'affaire et de lâcher avec santé, en reprenant pied, de bonnes injures. Quelle joie puissante! Mais ensuite, quand on se souvient, on doute on ne sait de quoi. La lutte dans le cyclone, ça, au moins, c'est réel, c'est franc. Mais non le visage des choses, ce visage qu'elles prennent quand elles se croient seules, il pensait. C'est tout à fait pareil à une révolte, des visages qui pâlissent à peine, mais changent tellement. Il fit un effort pour se souvenir. Il franchissait paisible la cordillère des Andes. Les neiges de l'hiver pesaient sur elle de toute leur paix. Les neiges de l'hiver avaient fait la paix dans cette masse, comme les siècles dans les châteaux morts. Sur 200 kilomètres d'épaisseur, plus un homme, plus un souffle de vie, plus un effort. Mais des arêtes verticales, qu'à 6000 d'altitude on frôle, mais des manteaux de pierre qui tombent droit, mais une formidable tranquillité. Ce fut aux environs du pic Tupungato. Il réfléchit. Oui, c'est bien là qu'il fut le témoin d'un miracle. Car il n'avait d'abord rien vu, mais s'était simplement senti gêné, semblable à quelqu'un qui se croyait seul, qui n'est plus seul, que l'on regarde. Il s'était senti, trop tard et sans bien comprendre comment, entouré par de la colère. Voilà, d'où venait cette colère? À quoi devinait-il qu'elle suintait des pierres, qu'elle suintait de la neige? Car rien ne semblait venir à lui, aucune tempête sombre n'était en marche. Mais un monde à peine différent sur place sortait de l'autre. Pèlerin regardait avec un serrement de cœur inexplicable ces pics innocents, ces arêtes, ces crêtes de neige à peine plus gris et qui pourtant commençaient à vivre comme un peuple. Sans avoir à lutter, il serrait les mains sur les commandes. Quelque chose se préparait qu'il ne comprenait pas. Il bandait ses muscles, telle une bête qui va sauter, mais il ne voyait rien qui ne fût calme. Oui, calme, mais chargé d'un étrange pouvoir. Puis tout s'était aiguisé, ses arêtes, ses pics, tout devenait aigu, on les sentait pénétrer comme des étraves le vent dur. Et puis il lui sembla qu'elles viraient et dérivaient autour de lui, à la façon de navires géants qui s'installent pour le combat. Et puis il y eut, mêlée à l'air, une poussière, elle montait, flottant doucement, comme un voile, le long des neiges. Alors, pour chercher une issue en cas de retraite nécessaire, il se retourna et trembla. Toute la cordillère en arrière semblait fermenter. « Je suis perdu. » D'un pic à l'avant jaillit la neige, un volcan de neige. Puis d'un second pic un peu à droite, et tous les pics ainsi, l'un après l'autre, s'enflammèrent, comme successivement touchés par quelque invisible coureur. C'est alors qu'avec les premiers remous de l'air, les montagnes autour du pilote oscillèrent. L'action violente laisse peu de traces, il ne retrouvait plus en lui le souvenir des grands remous qui l'avaient roulé.
Il se rappelait seulement s'être débattu avec rage dans ces flammes grises. Il réfléchit. Le cyclone, ce n'est rien, on sauve sa peau, mais auparavant. Mais cette rencontre que l'on fait. Il pensait reconnaître entre mille un certain visage, et pourtant il l'avait déjà oublié. Rivière regardait Pellerin. Quand celui-ci descendrait de voiture dans 20 minutes, il se mêlerait à la foule avec un sentiment de lassitude et de lourdeur. Il penserait peut-être « Je suis bien fatigué, sale métier ». Et à sa femme il avouerait quelque chose comme « On est mieux ici que sur les Andes ». Et pourtant tout ce à quoi les hommes tiennent si fort s'était presque détaché de lui. Il venait d'en connaître la misère. Il venait de vivre quelques heures sur l'autre face du décor, sans savoir s'il lui serait permis de rétablir pour soi cette ville dans ses lumières, s'il retrouverait même encore, amis d'enfance ennuyeuses mais chères, toutes ces petites infirmités d'hommes. Il y a dans toute foule, pensait Rivière, des hommes que l'on ne distingue pas et qui sont de prodigieux messagers, et sans le savoir eux-mêmes, à moins que... Rivière craignait certains admirateurs. Ils ne comprenaient pas le caractère sacré de l'aventure, et leurs exclamations en faussaient le sens, diminuaient l'homme. Mais Pellerin gardait ici toute sa grandeur d'être simplement instruit, mieux que personne, sur ce que vaut le monde entrevu sous un certain jour, et de repousser les approbations vulgaires avec un lourd dédain. Aussi Rivière le félicita-t-il. « Comment avez-vous réussi ?» Et il l'aima de parler simplement métier, de parler de son vol comme un forgeron de son enclume. Pellerin expliqua d'abord sa retraite coupée. Il s'excusait presque. Aussi, je n'ai pas eu le choix. Ensuite, il n'avait plus rien vu, la neige l'aveuglait, mais de violents courants l'avaient sauvé en le soulevant à 7000. J'ai dû être maintenu au ras des crêtes pendant toute la traversée. Il parla aussi du gyroscope dont il faudrait changer de place la prise d'air. La neige l'obturait. Sa forme verglas, voyez-vous. Plus tard, d'autres courants avaient culbuté Pellerin et, vers 3000, il ne comprenait plus comment il n'avait rien heurté encore. C'est qu'il survolait déjà la plaine. Je m'en suis aperçu tout d'un coup, en débouchant dans du ciel pur. Il expliqua enfin qu'il avait eu à cet instant-là l'impression de sortir d'une caverne. Tempête aussi à Mendoza ? Non, j'ai atterri par ciel pur, sans vent, mais la tempête me suivait de près. Il la décrivit parce que, disait-il, tout de même c'était étrange. Le sommet se perdait très haut dans les nuages de neige, mais la base roulait sur la plaine ainsi qu'une lave noire. Une à une, les villes étaient englouties. Je n'ai jamais vu ça. Puis il se tut, saisi par quelques souvenirs. Rivière se retourna vers l'inspecteur. « C'est un cyclone du Pacifique, on nous a prévenus trop tard. Ces cyclones ne dépassent jamais les Andes. On ne pouvait prévoir que celui-là poursuivrait sa marche vers l'est. » L'inspecteur, qui n'y connaissait rien, approuva. L'inspecteur parut hésiter, se retourna vers Pellerin et sa pomme d'Adam remua. Mais il se tut. Il reprit, après réflexion, en regardant droit devant soi sa dignité mélancolique. Il la promenait ainsi qu'un bagage, cette mélancolie. Débarqué la veille en Argentine, appelé par Rivière pour de vagues besognes, il était empêtré de ses grandes mains et de sa dignité d'inspecteur. Il n'avait le droit d'admirer ni la fantaisie ni la verve. Il admirait par fonction la ponctualité. Il n'avait le droit de boire un verre en compagnie, de tutoyer un camarade et de risquer un calembour que si, par un hasard invraisemblable, il rencontrait dans la même escale un autre inspecteur. Il est dur, pensait-il, d'être un juge. À vrai dire, il ne jugeait pas, mais hochait la tête. Ignorant tout, il hochait la tête lentement devant tout ce qu'il rencontrait. Cela troublait les consciences noires et contribuait au bon entretien du matériel. Il n'était guère aimé, car un inspecteur n'est pas créé pour les délices de l'amour, mais pour la rédaction de rapports. Il avait renoncé à y proposer des méthodes nouvelles et des solutions techniques depuis que Rivière avait écrit « L'inspecteur Robineau est prié de nous fournir non des poèmes mais des rapports. L'inspecteur Robineau utilisera heureusement ses compétences en stimulant le zèle du personnel. » Aussi se jetait-il désormais comme sur son pain quotidien sur les défaillances humaines. Sur le mécanicien qui buvait, le chef d'aéroplace qui passait des nuits blanches, le pilote qui rebondissait à l'atterrissage. Rivière disait de lui « Il n'est pas très intelligent, aussi rend-il de grands services. » Un règlement établi par Rivière était, pour Rivière, connaissance des hommes, mais pour Robineau n'existait plus qu'une connaissance du règlement. Robineau, pour tous les départs retardés, lui avait dit un jour Rivière « Vous devez faire sauter les primes d'exactitude. » Même pour le cas de force majeure, même par brume, même par brume. Et Robineau éprouvait une sorte de fierté d'avoir un chef si fort qu'il ne craignait pas d'être injuste,
et Robineau lui-même tirerait quelque majesté d'un pouvoir aussi offensant. « Vous avez donné le départ à 6h15, répétait-il plus tard au chef d'aéroport. Nous ne pouvons vous payer votre prime. »« Mais, monsieur Robineau, à 5h30, on ne voyait pas à 10 mètres. »« C'est le règlement. »« Mais, monsieur Robineau, nous ne pouvons pas balayer la brume. » Et Robineau se retranchait dans son mystère. Il faisait partie de la direction. Seul, parmi cet auton, il comprenait comment, en châtiant les hommes, on améliorera le temps. Il ne pense rien, disait de lui Rivière. Ça lui évite de penser faux. Si un pilote cassait un appareil, ce pilote perdrait sa prime de non-casse. Mais quand la panne a eu lieu sur un bois, s'était informé Robineau. Sur un bois aussi. Et Robineau se le tenait pour dit. « Je regrette, disait-il plus tard au pilote, avec une vive ivresse. Je regrette même infiniment, mais il fallait avoir la panne ailleurs. »« Mais, monsieur Robineau, on ne choisit pas. C'est le règlement. » Le règlement, pensait Rivière, est semblable au rite d'une religion qui semble absurde mais façonne les hommes. Il était indifférent à Rivière de paraître juste ou injuste. Peut-être ces mots-là n'avaient-ils même pas de sens pour lui. Les petits bourgeois des petites villes tournent le soir autour de leur kiosque à musique, et Rivière pensait « Juste ou injuste envers eux, cela n'a pas de sens, il n'existe pas. » L'homme était pour lui une cire vierge qu'il fallait pétrir. Il fallait donner une âme à cette matière, lui créer une volonté. Il ne pensait pas les asservir par cette dureté, mais les lancer hors d'eux-mêmes. S'il châtiait ainsi tôt ou tard, il faisait acte d'injustice, mais il tendait vers le départ la volonté de chaque escale. Il créait cette volonté. Ne permettant pas aux hommes de se réjouir d'un temps bouché, comme d'une invitation au repos, il les tenait en haleine, et l'attente humiliait secrètement jusqu'aux manœuvres le plus obscures. On profitait ainsi du premier défaut dans l'armure. Débouché au nord, en route. Grâce à Rivière, sur 15 000 kilomètres, le culte du courrier primait tout. Rivière disait parfois « Ces hommes-là sont heureux parce qu'ils aiment ce qu'ils font, et ils l'aiment parce que je suis dur. » Il faisait peut-être souffrir, mais procurait aussi aux hommes de fortes joies. Il faut les pousser, pensait-il, vers une vie forte qui entraîne des souffrances et des joies, mais qui seule compte. Comme la voiture entrait en ville, Rivière se fit conduire au bureau de la compagnie. Robineau restait seul avec Pellerin, le regarda et entr'ouvrit les lèvres pour parler. Or, Robineau, ce soir-là, était las. Il venait de découvrir, en face de Pellerin, vainqueur, que sa propre vie était grise. Il venait surtout de découvrir que lui, Robineau, malgré son titre d'inspecteur et son autorité, valait moins que cet homme rompu de fatigue, tassé dans l'angle de la voiture, les yeux clos et les mains noires d'huile. Pour la première fois, Robineau admirait. Il avait besoin de le dire. Il avait besoin surtout de gagner une amitié. Il était las de son voyage et de ses échecs du jour. Peut-être se sentait-il même un peu ridicule. Il s'était embrouillé ce soir dans ses calculs en vérifiant les stocks d'essence, et l'agent même qu'il désirait surprendre, pris de pitié, les avait achevés pour lui. Mais surtout il avait critiqué le montage d'une pompe à huile du type B6, la confondant avec une pompe à huile du type B4, et les mécaniciens sournois l'avaient laissé flétrir pendant 20 minutes une ignorance que rien n'excuse, sa propre ignorance. Il avait peur aussi de sa chambre d'hôtel. De Toulouse à Buenos Aires, il la regagnait invariablement après le travail. Il s'y enfermait avec la conscience des secrets dont il était lourd, tirait de sa valise une rame de papier, écrivait lentement « rapport », hasardait quelques lignes et déchirait tout. Il aurait aimé sauver la compagnie d'un grand péril. Elle ne courait aucun péril. Il n'avait guère sauvé jusqu'à présent qu'un moyeu d'hélice touché par la rouille. Il avait promené son doigt sur cette rouille d'un air funèbre, lentement, devant un chef d'aéroplace qui lui avait d'ailleurs répondu « Adressez-vous à l'escale précédente, cet avion-là vient d'en arriver. » Robineau doutait de son rôle. Il hasarda pour se rapprocher de Pellerin. « Voulez-vous dîner avec moi ? J'ai besoin d'un peu de conversation, mon métier est quelquefois dur. » Puis corrigea pour ne pas descendre trop vite. « J'ai tant de responsabilités. » Ses subalternes n'aimaient guère mêler Robineau à leur vie privée, chacun pensait. S'il n'a encore rien trouvé pour son rapport, comme il a très faim, il me mangera. Mais Robineau, ce soir, ne pensait guère qu'à sa misère, le corps affligé d'un gênant eczéma, son seul vrai secret. Il eût aimé le raconter, se faire plaindre, et ne trouvant point de consolation dans l'orgueil, en chercher dans l'humilité. Il possédait aussi en France une maîtresse à qui, la nuit de ses retours, il racontait ses inspections pour l'éblouir un peu et se faire aimer, mais qui justement le prenait en grippe, et il avait besoin de parler d'elle. « Alors, vous dînez avec moi ?» Pellerin, débonnaire, accepta. Les secrétaires somnolaient dans les bureaux de Buenos Aires quand Rivière entra.
Il avait gardé son manteau, son chapeau, il ressemblait toujours à un éternel voyageur et passait presque inaperçu tant sa petite taille déplaçait peu d'air, tant ses cheveux gris et ses vêtements anonymes s'adaptaient à tous les décors. Et pourtant un zèle anima les hommes. Les secrétaires s'émurent, le chef de bureau compulsa d'urgence les derniers papiers, les machines à écrire cliquetèrent. Le téléphoniste plantait ses fiches dans le standard et notait sur un livre épais les télégrammes. Rivière s'assit et lut. Après l'épreuve du Chili, il relisait l'histoire d'un jour heureux où les choses s'ordonnent d'elles-mêmes, où les messages dont se délivrent l'un après l'autre les aéroports franchis sont de sobres bulletins de victoire. Le courrier de Patagonie, lui aussi, progressait vite. On était en avance sur l'horaire, car les vents poussaient du sud vers le nord leur grande houle favorable. Passez-moi les messages météo. Chaque aéroport vantait son temps clair, son ciel transparent, sa bonne brise. Un soir doré avait habillé l'Amérique. Rivière se réjouit du zèle des choses. Maintenant ce courrier luttait quelque part dans l'aventure de la nuit, mais avec les meilleures chances. Rivière repoussa le cahier. Ça va. Et sortit jeter un coup d'œil sur les services, veilleurs de nuit qui veillaient sur la moitié du monde. Devant une fenêtre ouverte, il s'arrêta et comprit la nuit. Elle contenait Buenos Aires, mais aussi, comme une vaste nef, l'Amérique. Il ne s'étonna pas de ce sentiment de grandeur. Le ciel de Santiago du Chili, un ciel étranger, mais une fois le courrier en marche vers Santiago du Chili, on vivait d'un bout à l'autre de la ligne, sous la même voûte profonde. Cet autre courrier maintenant, dont on guettait la voix dans les écouteurs de TSF, les pêcheurs de Patagonie envoyaient luire les feux de bord. Cette inquiétude d'un avion en vol, quand elle pesait sur Rivière, pesait aussi sur les capitales et les provinces, avec le grondement du moteur. Heureux de cette nuit bien dégagée, il se souvenait de nuits de désordre, où l'avion lui semblait dangereusement enfoncé et si difficile à secourir. On suivait du poste radio de Buenos Aires sa plainte mêlée au grésillement des orages. Sous cette gangue sourde, l'or de l'onde musicale se perdait. Quelle détresse dans le chant mineur d'un courrier jeté en flèche aveugle vers les obstacles de la nuit. Rivière pensa que la place d'un inspecteur, une nuit de veille, est au bureau. « Faites-moi chercher Robineau. » Robineau était sur le point de faire d'un pilote son ami. Il avait à l'hôtel devant lui déballé sa valise. Elle livrait ces menus objets par quoi les inspecteurs se rapprochent du reste des hommes. Quelques chemises de mauvais goût, un nécessaire de toilette, puis une photographie de femme maigre que l'inspecteur piqua au mur. Il faisait ainsi à Pellerin l'humble confession de ses besoins, de ses tendresses, de ses regrets. Alignant dans un ordre misérable ses trésors, il étalait devant le pilote sa misère. Un eczéma moral, il montrait sa prison. Mais pour Robineau, comme pour tous les hommes, existait une petite lumière. Il avait éprouvé une grande douceur en tirant du fond de sa valise, précieusement enveloppé un petit sac. Il l'avait tapoté longtemps sans rien dire, puis desserrant enfin les mains. « J'ai ramené ça du Sahara. » L'inspecteur avait rougi d'oser une telle confidence. Il était consolé de ses déboires et de son infortune conjugale et de toute cette grise vérité par des petits cailloux noirâtres qui ouvraient une porte sur le mystère. Rougissant un peu plus, on trouve les mêmes au Brésil. Et Pellerin avait tapoté l'épaule d'un inspecteur qui se penchait vers l'Atlantide. Par pudeur, Pellerin avait demandé « Vous aimez la géologie ?»« C'est ma passion. » Seule dans la vie avaient été douces pour lui les pierres. Robineau, quand on l'appela, fut triste, mais redevint digne. « Je dois vous quitter, monsieur Rivière a besoin de moi pour quelques décisions graves. » Quand Robineau pénétra au bureau, Rivière l'avait oublié. Il méditait devant une carte murale où s'inscrivait en rouge le réseau de la compagnie. L'inspecteur attendait ses ordres. Après de longues minutes, Rivière, sans détourner la tête, lui demanda « Que pensez-vous de cette carte, Robineau ?» Il posait parfois des rébus en sortant d'un songe. « Cette carte, monsieur le directeur ?» L'inspecteur, à vrai dire, n'en pensait rien, mais fixant la carte d'un air sévère, il inspectait en gros l'Europe et l'Amérique. Rivière, d'ailleurs, poursuivait, sans lui en faire part, ses méditations. Le visage de ce réseau est beau mais dur. Il nous a coûté beaucoup d'hommes, de jeunes hommes. Il s'impose ici avec l'autorité des choses bâties, mais combien de problèmes il pose. Cependant, le but pour Rivière dominait tout. Robineau, debout auprès de lui, fixant toujours droit devant soi la carte, peu à peu se redressait. De la part de Rivière, il n'espérait aucun apitoiement. Il avait une fois tenté sa chance en avouant sa vie gâchée par sa ridicule infirmité, et Rivière lui avait répondu par une boutade. « Si ça vous empêche de dormir, ça stimulera votre activité. » Ce n'était qu'une demi-boutade, Rivière avait coutume d'affirmer. Si les insomnies d'un musicien lui font créer de belles œuvres, ce sont de belles insomnies. Un jour, il lui avait désigné le roux. « Regardez-moi ça comme c'est beau, cette laideur qui repousse l'amour. »
Tout ce que Leroux avait de grand, il le devait peut-être à cette disgrâce qui avait réduit sa vie à celle du métier. « Vous êtes très lié avec Pellerin ?»« Je ne vous le reproche pas. » Rivière fit demi-tour et, la tête penchée, marchant un petit pas, il entraînait avec lui Robineau. Un sourire triste lui vint aux lèvres, que Robineau ne comprit pas. « Seulement vous êtes le chef. » »« Oui, fit Robineau. Rivière pensa qu'ainsi, chaque nuit, une action se nouait dans le ciel comme un drame. Un fléchissement des volontés pouvait entraîner une défaite, on aurait peut-être à lutter beaucoup d'ici le jour. Vous devez rester dans votre rôle. Rivière pesait ses mots. Vous commanderez peut-être à ce pilote la nuit prochaine un départ dangereux, il devra obéir. Oui. Vous disposez presque de la vie des hommes, et d'hommes qui valent mieux que vous. Il parut hésiter. Ça, c'est grave. Rivière, marchant toujours à petits pas, se tut quelques secondes. Si c'est par amitié qu'ils vous obéissent, vous les dupez. Vous n'avez droit vous-même à aucun sacrifice. Non, bien sûr. Et s'ils croient que votre amitié leur épargnera certaines corvées, vous les dupez aussi. Il faudra bien qu'ils obéissent. Asseyez-vous là. Rivière, doucement de la main, poussait Robineau vers son bureau. Je vais vous mettre à votre place, Robineau. Si vous êtes las, ce n'est pas à ces hommes de vous soutenir. Vous êtes le chef. Votre faiblesse est ridicule. Écrivez. Écrivez. L'inspecteur Robineau inflige au pilote Pellerin telle sanction pour tel motif. Vous trouverez un motif quelconque. Monsieur le directeur, faites comme si vous me compreniez, Robineau. Aimez ceux que vous commandez, mais sans le leur dire. Robineau, de nouveau avec zèle, ferait nettoyer les moyeux de Lys. Un terrain de secours communiqua par TSF. Avion en vue. Avion signal, baisse de régime, vais atterrir. On perdrait sans doute une demi-heure. Rivière connut cette irritation que l'on éprouve quand le rapide stoppe sur la voie et que les minutes ne délivrent plus leur lot de plaine. La grande aiguille de la pendule décrivait maintenant un espace mort. Tant d'événements auraient pu tenir dans cette ouverture de compas. Rivière sortit pour tromper l'attente et la nuit lui apparut vide comme un théâtre sans acteurs. Une telle nuit qui se perd. Il regardait avec rancune par la fenêtre ce ciel découvert enrichi d'étoiles, ce balisage divin, cette lune, lors d'une telle nuit dilapidée. Mais dès que l'avion décolla, cette nuit pour Rivière fut encore émouvante et belle. Elle portait la vie dans ses flancs. Rivière en prenait soin. « Quel temps rencontrez-vous » fit-il demander à l'équipage. 10 secondes s'écoulèrent. Très beau. Puis vinrent quelques noms de villes franchies, et c'était pour Rivière, dans cette lutte, des cités qui tombaient. Le radio-navigant du courrier de Patagonie, 1 heure plus tard, se sentit soulever doucement comme par une épaule. Il regarda autour de lui. Des nuages lourds éteignaient les étoiles. Il se pencha vers le sol. Il cherchait les lumières des villages, pareilles à celles de vers luisants cachés dans l'herbe, mais rien ne brillait dans cette herbe noire. Il se sentit maussade, entrevoyant une nuit difficile. Marche contre marche, territoire gagné qu'il faut rendre. Il ne comprenait pas la tactique du pilote. Il lui semblait que l'on se heurtait plus loin à l'épaisseur de la nuit comme à un mur. Maintenant il apercevait en face d'eux un miroitement imperceptible au ras de l'horizon, une lueur de forge. Le radio toucha l'épaule de Fabien, mais celui-ci ne bougea pas. Les premiers remous de l'orage lointain attaquaient l'avion. Doucement soulevés, les masses métalliques pesaient contre la chair même du radio, puis semblaient s'évanouir, se fondre, et dans la nuit, pendant quelques secondes, il flotta seul. Alors il se cramponna des 2 mains au longeron d'acier. Et comme il n'apercevait plus rien du monde que l'ampoule rouge de la carlingue, il frissonna de se sentir descendre au cœur de la nuit, sans secours, sous la seule protection d'une petite lampe de mineur. Il n'osa pas déranger le pilote pour connaître ce qu'il déciderait, et, les mains serrées sur l'acier, incliné en avant vers lui, il regardait cette nuque sombre. Une tête et des épaules immobiles émergeaient seules de la faible clarté. Ce corps n'était qu'une masse sombre, appuyée un peu vers la gauche, le visage face à l'orage, lavé sans doute par chaque lueur. Mais le radio ne voyait rien de ce visage. Tout ce qui s'y pressait de sentiments pour affronter une tempête, cette moue, cette volonté, cette colère, tout ce qui s'échangeait d'essentiel entre ce visage pâle et là-bas, ces courtes lueurs, restaient pour lui impénétrables. Il devinait pourtant la puissance ramassée dans l'immobilité de cette ombre, et il l'aimait. Elle l'emportait sans doute vers l'orage, mais aussi elle le couvrait. Sans doute ses mains, fermées sur les commandes, pesaient déjà sur la tempête, comme sur la nuque d'une bête, mais les épaules pleines de force demeuraient immobiles, et l'on sentait là une profonde réserve. Le radio pensa qu'après tout le pilote était responsable.
et maintenant il savourait, entraîné en croupe dans ce galop vers l'incendie, ce que cette forme sombre là, devant lui, exprimait de matériel et de pesant, ce qu'elle exprimait de durable. À gauche, faible comme un phare à éclipse, un foyer nouveau s'éclaira. Le radio amorça un geste pour toucher l'épaule de Fabien, le prévenir, mais il le vit tourner lentement la tête et tenir son visage quelques secondes face à ce nouvel ennemi, puis lentement reprendre sa position primitive, ses épaules toujours immobiles, cette nuque appuyée au cuir. Rivière était sorti pour marcher un peu et tromper le malaise qui le reprenait, et lui, qui ne vivait que pour l'action, une action dramatique, sentait bizarrement le drame se déplacer, devenir personnel. Il pensa qu'autour de leur kiosque à musique, les petits bourgeois des petites villes vivaient une vie d'apparence silencieuse, mais quelquefois lourde aussi de drames, la maladie, l'amour, les deuils, et que peut-être son propre mal lui enseignait beaucoup de choses. Cela ouvre certaines fenêtres, pensait-il. Puis, vers 11 heures du soir, respirant mieux, il s'achemina dans la direction du bureau. Il divisait lentement des épaules la foule qui stagnait devant la bouche des cinémas. Il leva les yeux vers les étoiles qui luisaient sur la route étroite, presque effacée par les affiches lumineuses, et pensa « Ce soir, avec mes 2 courriers en vol, je suis responsable d'un ciel entier. Cette étoile est un signe qui me cherche dans cette foule et qui me trouve. C'est pourquoi je me sens un peu étranger, un peu solitaire. » Une phrase musicale lui revint, quelques notes d'une sonate qu'il écoutait hier avec des amis. Ses amis n'avaient pas compris. « Cet art-là nous ennuie et vous ennuie, seulement vous ne l'avouez pas. » Peut-être, avait-il répondu. Il s'était, comme ce soir, senti solitaire, mais bien vite avait découvert la richesse d'une telle solitude. Le message de cette musique venait à lui seul parmi les médiocres, avec la douceur d'un secret. Ainsi le signe de l'étoile. On lui parlait par-dessus tant d'épaules, un langage qu'il entendait seul. Sur le trottoir on le bousculait, il pensa encore. Je ne me fâcherai pas. Je suis semblable au père d'un enfant malade qui marche dans la foule à petits pas. Il porte en lui le grand silence de sa maison. Il leva les yeux sur les hommes. Il cherchait à reconnaître ceux d'entre eux qui promenaient à petits pas leur invention ou leur amour, et il songeait à l'isolement des gardiens de phare. Le silence des bureaux lui plut. Il les traversa lentement, l'un après l'autre, et son pas sonnait seul. Les machines à écrire dormaient sous les housses. Sur les dossiers en ordre, les grandes armoires étaient fermées. 10 années d'expérience et de travail. L'idée lui vint qu'il visitait les caves d'une banque, là où pèsent les richesses. Il pensait que chacun de ces registres accumulait mieux que de l'or, une force vivante. Une force vivante mais endormie, comme l'or des banques. Quelque part, il rencontrerait l'unique secrétaire de veille. Un homme travaillait quelque part pour que la vie soit continue, pour que la volonté soit continue, et ainsi, d'escale en escale, pour que jamais, de Toulouse à Buenos Aires, ne se trompe la chaîne. Cet homme-là ne sait pas sa grandeur. Les courriers quelque part luttaient. Le vol de nuit durait comme une maladie. Il fallait veiller. Il fallait assister ces hommes qui, des mains et des genoux, poitrine contre poitrine, affrontaient l'ombre, et qui ne connaissaient plus rien que des choses mouvantes, invisibles, dont il fallait, à la force des bras aveugles, se tirer comme d'une mer. Quels aveux terribles quelquefois. J'ai éclairé mes mains pour les voir. Velours des mains révélées seules dans ce bain rouge de photographe, ce qu'il reste du monde et qu'il faut sauver. Rivière poussa la porte du bureau de l'exploitation. Une seule lampe allumée créait dans un angle une plage claire. Le cliquetis d'une seule machine à écrire donnait un sens à ce silence, sans le combler. La sonnerie du téléphone tremblait parfois. Alors le secrétaire de garde se levait et marchait vers cet appel répété, obstiné, triste. Le secrétaire de garde décrochait l'écouteur et l'angoisse invisible se calmait. C'était une conversation très douce dans un coin d'ombre. Puis, impassible, l'homme revenait à son bureau, le visage fermé par la solitude et le sommeil, sur un secret indéchiffrable. Quelle menace apporte un tel appel qui vient de la nuit du dehors lorsque 2 courriers sont en vol? Rivière pensait aux télégrammes qui touchent les familles sous les lampes du soir, puis au malheur qui, pendant des secondes presque éternelles, reste un secret dans le visage du père. Onde d'abord sans force, si loin du cri jeté, si calme. Et chaque fois il entendait son faible écho dans cette sonnerie discrète. Et chaque fois les mouvements de l'homme que la solitude faisait lents comme un nageur entre 2 eaux, revenant de l'ombre vers sa lampe comme un plongeur remonte, lui paraissaient lourds de secrets. « Restez, j'y vais. » Rivière décrocha l'écouteur, reçut le bourdonnement du monde. « Ici Rivière. »
un faible tumulte, puis une voix. Je vous passe le poste radio. Un nouveau tumulte, celui des fiches dans le standard, puis une autre voix. Ici le poste radio. Nous vous communiquons les télégrammes. Rivière les notait et hochait la tête. Bien, bien. Rien d'important, des messages réguliers de service. Rio de Janeiro demandait un renseignement, Montevideo parlait du temps et Mendoza de matériel. C'étaient les bruits familiers de la maison. Et les courriers ? Le temps est orageux, nous n'entendons pas les avions. Bien. Rivière songea que la nuit ici était pure. Les étoiles luisantes, mais les radiotélégraphistes découvraient en elles le souffle de lointains orages. À tout à l'heure. Rivière se levait, le secrétaire l'aborda. Les notes de service pour la signature, monsieur. Bien. Rivière se découvrait une grande amitié pour cet homme, que chargeait aussi le poids de la nuit. Un camarade de combat, pensa Rivière. Il ne saura sans doute jamais combien cette veille nous unit. Comme, une liasse de papier dans les mains, il rejoignait son bureau personnel, Rivière ressentit cette vive douleur au côté droit qui depuis quelques semaines le tourmentait. Ça ne va pas. Il s'appuya une seconde contre le mur. C'est ridicule. Puis il atteignit son fauteuil. Il se sentait une fois de plus ligoté comme un vieux lion et une grande tristesse l'envahit. Tant de travail pour aboutir à ça. J'ai 50 ans. 50 ans j'ai rempli ma vie, je me suis formé, j'ai lutté, j'ai changé le cours des événements, et voilà maintenant ce qui m'occupe et me remplit, et passe le monde en importance. C'est ridicule. Il attendit, essuya un peu de sueur, et, quand il fut délivré, travailla. Il compulsait lentement les notes. Nous avons constaté à Buenos Aires, au cours du démontage du moteur 301, nous infligerons une sanction grave au responsable. Il signa. L'escale de Florianapolis n'ayant pas observé les instructions. Il signa. Nous déplacerons par mesure disciplinaire le chef d'Aéroplace Richard qui... Il signa. Puis comme cette douleur au côté, engourdie mais présente en lui et nouvelle comme un sens nouveau de la vie, l'obligeait à penser à soi, il fut presque amer. Suis-je juste ou injuste ? Je l'ignore. Si je frappe, les pannes diminuent. Le responsable, ce n'est pas l'homme, c'est comme une puissance obscure que l'on ne touche jamais si l'on ne touche pas tout le monde. Si j'étais très juste, un vol de nuit serait chaque fois une chance de mort. Il lui vint une certaine lassitude d'avoir tracé si durement cette route. Il pensa que la pitié est bonne. Il feuilletait toujours les notes absorbées dans son rêve. Quant à Roblet, à partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de notre personnel. Il revit ce vieux bonhomme et la conversation du soir. Un exemple, que voulez-vous, c'est un exemple. Mais monsieur, une fois une seule, pensez donc, et j'ai travaillé toute ma vie. Il faut un exemple. Mais monsieur, regardez monsieur. Alors ce portefeuille usé, cette vieille feuille de journal où Roblet, jeune, pose debout près d'un avion. Rivière voyait les vieilles mains trembler sur cette gloire naïve. Ça date de 1910, monsieur. C'est moi qui ai fait le montage ici du premier avion d'Argentine. L'aviation depuis 1910. Monsieur, ça fait 20 ans, alors comment pouvez-vous dire ? Et les jeunes, monsieur, comme ils vont rire à l'atelier. Ah, ils vont bien rire. Ça m'est égal. Et mes enfants, monsieur, j'ai des enfants. Je vous ai dit, je vous offre une place de manœuvre. Ma dignité, monsieur, ma dignité. Voyons, monsieur, 20 ans d'aviation, un vieil ouvrier comme moi. De manœuvre. Je refuse, monsieur, je refuse. Et les vieilles mains tremblaient, et Rivière détournait les yeux de cette peau fripée, épaisse et belle. De manœuvre. Non, monsieur, non. Je veux vous dire encore. Vous pouvez vous retirer. Rivière pensa. Ce n'est pas lui que j'ai congédié ainsi brutalement, c'est le mal dont il n'était pas responsable peut-être, mais qui passait par lui. Parce que les événements, on les commande, pensait Rivière, et ils obéissent et on crée, et les hommes sont de pauvres choses et on les crée aussi, ou bien on les écarte lorsque le mal passe par eux. Je vais vous dire encore, que voulait-il dire ce pauvre vieux, qu'on lui arrachait ses vieilles joies, qu'il aimait le son des outils sur l'acier des avions, qu'on privait sa vie d'une grande poésie, et puis, qu'il faut vivre ? Je suis très lasse, pensait Rivière. La fièvre montait en lui, caressante. Il tapotait la feuille et pensait. J'aimais bien le visage de ce vieux compagnon. Et Rivière revoyait ses mains. Il pensait à ce faible mouvement qu'elles ébaucheraient pour se joindre. Il suffisait de dire « ça va, restez ». Rivière rêvait au ruissellement de joie qui descendrait dans ses vieilles mains. Et cette joie que dirait, qu'allait dire, non ce visage, mais ces vieilles mains d'ouvrier lui parut la chose la plus belle du monde. Je vais déchirer cette note, et la famille du vieux, et cette rentrée le soir, et ce modeste orgueil. Alors, on te garde ? Voyons,
C'est moi qui ai fait le montage du premier avion d'Argentine. Et les jeunes qui ne riraient plus, ce prestige reconquis par l'ancien. Je déchire. Le téléphone sonnait, Rivière le décrocha. Un temps long puis cette résonance, cette profondeur qu'apportait le vent, l'espace aux voix humaines. Enfin on parla. Ici le terrain, qui est là? Rivière. Monsieur le directeur, le 650 est en piste. Bien. Enfin, tout est prêt, mais nous avons dû, en dernière heure, refaire le circuit électrique. Les connexions étaient défectueuses. Bien. Qui a monté le circuit? Nous vérifierons. Si vous le permettez, nous prendrons des sanctions. Une panne de lumière de bord, ça peut être grave. Bien sûr. Rivière pensait. Si l'on n'arrache pas le mal quand on le rencontre, où qu'il soit, il y a des pannes de lumière. C'est un crime de le manquer quand par hasard il découvre ses instruments. Roblet partira. Le secrétaire, qui n'a rien vu, tape toujours. C'est la comptabilité de quinzaine. Pourquoi pas prête? On verra ça. C'est curieux comme les événements prennent le dessus, comme se relève une grande force obscure, la même qui soulève les forêts vierges, qui croît, qui force, qui sourde partout autour des grandes œuvres. Rivière pensait à ces temples que de petites lianes font crouler. Une grande œuvre. Il pensa encore pour se rassurer. Tous ces hommes, je les aime, mais ce n'est pas eux que je combats. C'est ce qui passe par eux. Son cœur battait des coups rapides qui le faisaient souffrir. Je ne sais pas si ce que je fais est bon. Je ne sais pas l'exacte valeur de la vie humaine, ni de la justice, ni du chagrin. Je ne sais pas exactement ce que vaut la joie d'un homme, ni une main qui tremble, ni la pitié, ni la douceur. Il rêva. La vie se contredit tant, on se débrouille comme on peut avec la vie, mais durer, mais créer et changer son corps périssable. Rivière réfléchit puis sonna. Téléphonez au pilote du courrier d'Europe, qu'il vienne me voir avant de partir. Il pensait. Il ne faut pas que ce courrier fasse inutilement demi-tour. Si je ne secoue pas mes hommes, la nuit toujours les inquiétera. La femme du pilote, réveillée par le téléphone, regarda son mari et pensa. Je le laisse dormir encore un peu. Elle admirait cette poitrine nue, bien carénée, elle pensait à un beau navire. Il reposait dans ce lit calme comme dans un port, et, pour que rien n'agitât son sommeil, elle effaçait du doigt ce pli, cette ombre, cette houle, elle apaisait ce lit comme, d'un doigt divin, la mer. Elle se leva, ouvrit la fenêtre, et reçut le vent dans le visage. Cette chambre dominait Buenos Aires, une maison voisine où l'on dansait et répandait quelques mélodies qu'apportait le vent, car c'était l'heure des plaisirs et du repos. Cette ville serrait les hommes dans ses 100 000 forteresses. Tout était calme et sûr, mais il semblait à cette femme que l'on allait crier, aux armes, et qu'un seul homme, le sien, se dresserait. Il reposait encore, mais son repos était le repos redoutable des réserves qui vont donner. Cette ville endormie ne le protégeait pas. Ses lumières lui sembleraient vaines lorsqu'il se lèverait, jeune dieu, de leur poussière. Elle regardait ces bras solides qui, dans une heure, porteraient le sort du courrier d'Europe, responsable de quelque chose de grand, comme du sort d'une ville. Et elle fut troublée. Cet homme, au milieu de ces millions d'hommes, était préparé seul pour cet étrange sacrifice. Elle en eut du chagrin. Il échappait aussi à sa douceur. Elle l'avait nourri, veillé et caressé, non pour elle-même, mais pour cette nuit qui allait le prendre. Pour des luttes, pour des angoisses, pour des victoires dont elle ne connaîtrait rien. Ses mains tendres n'étaient qu'apprivoisées, et leurs vrais travaux étaient obscurs. Elle connaissait les sourires de cet homme, ses précautions d'amant, mais non, dans l'orage, sa divine colère. Elle le chargeait de tendres liens, de musique, d'amour, de fleurs, mais à l'heure de chaque départ, ces liens, sans qu'il en parût souffrir, tombaient. Il ouvrit les yeux. Quelle heure est-il? Minuit. Quel temps fait-il? Je ne sais pas. Il se leva, il marchait lentement vers la fenêtre en s'étirant. Je n'aurai pas très froid. Quelle est la direction du vent? Comment veux-tu que je sache? Il se pencha. Sud, c'est très bien. Ça tient au moins jusqu'au Brésil. Il remarqua la lune et se connut riche. Puis ses yeux descendirent sur la ville. Il ne la jugea ni douce, ni lumineuse, ni chaude. Il voyait déjà s'écouler le sable vain de ses lumières. À quoi penses-tu? Il pensait à la brume possible du côté de Porto Alegre. J'ai ma tactique, je sais par où faire le tour. Il s'inclinait toujours, il respirait profondément comme avant de se jeter nu dans la mer. Tu n'es même pas triste. Pour combien de jours t'en vas-tu? 8, 10 jours, il ne savait pas. Triste? Non. Pourquoi? Ces plaines, ces villes, ces montagnes. Il partait libre, lui semblait-il, à leur conquête. Il pensait aussi qu'avant 1 heure, il posséderait et rejetterait Buenos Aires. Il sourit. Cette ville, j'en serais si vite loin.
C'est beau de partir la nuit. On tire sur la manette des gaz face au sud, et 10 secondes plus tard, on renverse le paysage face au nord. La ville n'est plus qu'un fond de mer. Elle pensait à tout ce qu'il faut rejeter pour conquérir. Tu n'aimes pas ta maison ? J'aime ma maison. Mais déjà sa femme le sentait en marche. Ses larges épaules pesaient déjà contre le ciel. Elle le lui montra. Tu as beau temps, ta route est pavée d'étoiles. Il rit. Oui. Elle posa la main sur cette épaule et s'émut de la sentir tiède. Cette chair était donc menacée ? Tu es très fort, mais sois prudent. Prudent, bien sûr. Il rit encore. Il s'habillait. Pour cette fête, il choisissait les étoffes les plus rudes, les cuirs les plus lourds. Il s'habillait comme un paysan. Plus il devenait lourd, plus elle admirait. Elle-même bouclait cette ceinture, tirait ses bottes. Ces bottes me gênent. Voilà les autres. Cherche-moi un cordon pour ma lampe de secours. Elle le regardait. Elle réparait elle-même le dernier défaut dans l'armure. Tout s'ajustait bien. Tu es très beau. Elle l'aperçut qui se peignait soigneusement. C'est pour les étoiles ? C'est pour ne pas me sentir vieux. Je suis jalouse. Il rit encore et l'embrassa et la serra contre ses pesants vêtements. Puis il la souleva à bras tendus comme on soulève une petite fille et, riant toujours, la coucha. Dors. Et fermant la porte derrière lui, il fit dans la rue, au milieu de l'inconnaissable peuple nocturne, le premier pas de sa conquête. Elle restait là, elle regardait triste ses fleurs, ses livres, cette douceur qui n'était pour lui qu'un fond de mer. On se retrouve très vite pour la suite de Vol de nuit. Si vous aimez mes lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner. Merci.